La police fouille une ferme isolée à la recherche d'une personne disparue. Les agents trouvent plusieurs fûts métalliques stockés près d'une maison mobile. Ils réussissent à ouvrir l'un d'entre eux. Et font une découverte macabre. À l'intérieur, un corps féminin dénudé en décomposition flotte dans 30 cm de liquide corporel. C'est une vision d'horreur qui restera à jamais gravée dans la mémoire de l'inspecteur David Brown. C'était horrible. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Il était évident que le corps était dans ce fût depuis un moment. Je vous laisse imaginer à quoi ça pouvait ressembler et l'odeur qui s'en dégageait. Rapidement, les enquêteurs apprennent que la mort de cette femme a été extrêmement brutale. Elle avait reçu un coup de marteau à la tête. Un seul coup. La victime s'appelle Suzette Trouten. C'est une infirmière stagiaire de 27 ans, originaire du Michigan. Cela fait 2 mois et demi qu'elle a disparu et que l'inspecteur Brown et ses collègues sont à sa recherche. La découverte de son corps marque la fin de l'une des enquêtes policières les plus choquantes de l'histoire américaine. C'est une investigation qui commence dans un univers sombre, fait de douleur et de souffrance, et qui va s'achever par la découverte d'un tueur qui ne recule devant rien pour assouvir ses désirs sexuels. L'enquête sur la disparition de Suzette commence en mars 2000. Dans la banlieue de Kansas City, la police d'Overland Park reçoit l'appel de Caroline Trouten, une mère inquiète qui vit à 1000 km de là, dans le Michigan. Les policiers reçoivent un appel de Caroline signalant la disparition de Suzette. Cela fait 1 mois que Suzette n'est pas entrée en contact avec sa mère, soit depuis qu'elle a quitté le Michigan pour commencer un nouveau travail d'infirmière au Kansas. Caroline explique qu'elle et Suzette sont très proches, qu'elles se téléphonent quasiment tous les jours. Donc ce n'est pas normal que Suzette n'appelle pas sa mère. La jeune femme a été recrutée pour s'occuper d'un homme âgé, le père d'un certain John Robinson. Celui-ci pourrait avoir des informations sur sa disparition. Méfiants, les enquêteurs demandent à Caroline de lui téléphoner, tandis que des agents enregistrent leur conversation. Vous avez des nouvelles de Suzy? Suzy? Non. Pas depuis le début du mois, je dirais. Caroline insiste auprès de Robinson pour savoir où est Suzette. Il affirme qu'elle est partie à Hawaï avec un autre homme. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a laissé un mot, une sorte de carte postale où elle disait qu'il partait en voyage. Qu'ils partaient dans quelques jours et puis qu'ils écriraient. Voilà, c'est tout ce que je sais. Il lui dit que Suzette est partie en voyage avec un type qui s'appelle Jim Turner. C'est un nom qu'elle n'a jamais entendu auparavant. Caroline est très inquiète. Pour la mère de Suzette, c'est évident. Les propos de Robinson ne collent pas. Je me demande si je ne devrais pas appeler la police. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de ses nouvelles. Et puis, C'est une grande fille. je sais bien. Mais je suis très inquiète. Parce que Suzy m'appelle très souvent. On se parle tous les 2 ou 3 jours. C'est très inhabituel pour Suzette de rester aussi longtemps sans téléphoner, écrire ou parler à sa mère. C'est pour cette raison que Caroline appelle la police. Caroline reste sans nouvelles pendant des jours. Quand tout à coup, elle reçoit une lettre de Suzette. Celle-ci dit à sa mère qu'elle a rencontré un homme et qu'elle voyage à travers l'Amérique.
L'une des lettres, soi-disant envoyées par Suzette à sa famille, indique qu'elle va faire un voyage incroyable. Qu'elle va se rendre dans des lieux où il lui sera impossible d'appeler ou d'écrire fréquemment. Mais ces lettres éveillent les soupçons de Caroline. De petits détails semblent indiquer qu'elles n'ont pas été écrites par sa fille, mais par un imposteur. Dans l'une des lettres, Suzette fait une faute en écrivant le nom de son chien. C'est inimaginable. Les membres de sa famille m'ont tous dit « Cette lettre sonne faux, mais c'est bien la signature de Suzette ». C'était vraiment troublant pour eux. Les enquêteurs épluchent la vie de Suzette pour trouver un indice qui permettrait de la localiser. Ils interrogent ses amis et font une découverte étonnante. Caroline ne le sait pas, mais sa fille de 27 ans mène une double vie. On apprend que Suzette est adepte des pratiques BDSM, ce qui signifie bondage, discipline et sadomasochisme. Et lorsque nous évoquons cet aspect de la vie de Suzette avec sa mère, elle tombe des nues. Il se trouve que Suzette Troughton est une esclave sexuelle connue et consentante dans le monde du BDSM en ligne. Pour le psychocriminologue David Holmes, les preuves montrent que Suzette cherche activement des partenaires pour assouvir ses fantasmes. Pour Suzette Troughton, ses activités sadomasochistes sont plus qu'un passe-temps. Elle a jusqu'à 4 partenaires simultanés. Dans une relation sadomasochiste, un partenaire soumis donne le contrôle de sa personne à son partenaire dominateur. Il lui accorde une grande confiance, mais il y a également un grand risque. Les policiers pensent alors que la disparition de Suzette est liée à son intérêt pour le sadomasochisme. Nous essayons de comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle participe de façon consentante à quelque chose qui l'empêche de contacter sa famille? Pour retrouver la jeune femme, les enquêteurs doivent infiltrer le monde obscur du BDSM sur Internet. Ils font appel aux amis de Suzette pour explorer le web et dénicher la moindre information qui pourrait leur indiquer où elle se trouve. Ils aident l'enquête en nous donnant des informations concernant des courriels, des tentatives de contact et différents échanges qu'ils entretiennent avec un individu de la région de Kansas City. Pendant que les amis de Suzette recherchent des indices sur Internet, les enquêteurs s'intéressent de plus près à l'homme qui a offert un emploi à la jeune femme. Il s'agit de John Edward Robinson, 56 ans. Ils apprennent qu'il a travaillé dans le milieu médical. Plus jeune, Robinson rêve d'être médecin. Mais il choisit finalement d'être technicien en radiologie. En 1965, il travaille à l'hôpital pédiatrique Mercy à Chicago. Et quelques années plus tard, il ouvre son propre cabinet de consultation médicale. L'homme est marié et un père attentionné et semble être un citoyen modèle. Robinson se présente comme un chef d'entreprise qui a réussi. Il va à l'église et s'investit beaucoup dans la vie de la communauté. Mais son casier judiciaire présente une image de lui bien différente. On découvre que John Robinson a été condamné pour plusieurs délits et qu'il n'est pas du tout le citoyen modèle qu'il a décrit. Pour en savoir plus, les enquêteurs prennent contact avec son agent de probation, Stephen Ames. Quand on m'a appelé et qu'on m'a dit que c'était au sujet de John Robinson, je n'ai pas été surpris. Je me doutais qu'il referait surface un jour ou l'autre. Ça ne présageait rien de bon. Les policiers apprennent qu'en 69, Robinson a été arrêté pour avoir escroqué plusieurs milliers de dollars à son employeur. À l'époque, il travaillait pour le docteur Wallace Graham et détournait l'argent du cabinet médical. Les diplômes de radiologie qu'il affirmait avoir obtenus étaient faux. C'était une escroquerie. Il avait tout inventé. Il ne se souciait pas des patients. Il ne voyait que son intérêt personnel.
Robinson est reconnu coupable de vol. Et il est condamné à 3 ans de prison avec sursis. Peu après, il ouvre son cabinet de consultation médicale. Mais Robinson continue les escroqueries et usages de faux, et les arrestations s'accumulent. Robinson est l'archétype de l'escroc. Il est rassurant, il a de l'éloquence, c'est un menteur né. Robinson escroque sa famille et ses amis en les invitant à participer à différentes entreprises hasardeuses, montées de toutes pièces. Sa réputation d'homme malhonnête grandit. Robinson est doué pour charmer et apaiser. Et il utilise ce talent pour se faire de l'argent sans effort. Mais la justice le rattrape, et Robinson doit payer pour ses crimes. En 1987, il est emprisonné pour 6 ans après avoir été déclaré coupable de multiples fraudes. Le charisme et le talent de manipulateur de Robinson lui ont permis de survivre très longtemps. C'est hallucinant de voir qu'il a pu arnaquer les gens impunément pendant toutes ces années. Les enquêteurs savent maintenant que l'homme a des antécédents. Et ils se demandent s'ils doivent l'interroger sur la disparition de Suzette Troughton. On avait fait le lien entre John Robinson et Suzette. On s'est dit qu'on pourrait le convoquer pour un interrogatoire. Mais pour savoir s'il était en contact avec elle, il fallait qu'on le suive. Les inspecteurs le placent sous surveillance continue. Ils ont bien pris garde à ne pas se faire repérer. Ils ont tout fait pour connaître les moindres faits et gestes de Robinson. Cette surveillance va montrer qu'il est mêlé à bien plus qu'une affaire de disparition et conduire la police dans un univers sombre et perturbant. Mars 2000. La police de Kansas City enquête sur la disparition de Suzette Troughton, 27 ans. John Robinson, un ancien technicien en radiologie, est placé sous surveillance. Au même moment, son conseiller d'insertion révèle que le suspect a un lien avec une autre disparition. Et les similitudes avec le cas de Suzette font froid dans le dos. Stephen Ames explique aux enquêteurs qu'en 1984, Robinson a mis en place un programme d'aide aux jeunes mères en difficulté. Robinson a créé ce qu'il appelle une association caritative pour aider les jeunes mamans. Il leur fournit un appartement. L'une d'entre elles s'appelle Lisa Stacy. Elle a une fille nommée Tiffany. Mais l'épreuve révèle une toute autre histoire. Plutôt que d'installer Lisa et Tiffany dans l'appartement prévu, il les conduit à un motel. La belle-mère de Lisa déclare avoir reçu un appel de la jeune femme peu de temps après son entrée dans le programme de Robinson. Lisa semble bouleversée et l'accuse de vouloir voler son bébé. Elle appelle sa belle-mère et lui dit « Pourquoi vous voulez me prendre mon bébé ?» Et celle-ci lui répond « On ne veut pas le prendre ». Lisa lui dit alors « Ils m'ont fait signer 4 feuilles blanches. Ils arrivent. Je dois y aller. » Après cet appel incompréhensible, personne n'entendra plus jamais la voix de Lisa. Lorsque la police se rend au motel, Lisa et Tiffany sont déjà partis. Stephen Ames demande à Robinson où sont la jeune mère et sa fille. Mais celui-ci soutient qu'il n'a rien à voir avec leur disparition. Il m'a dit que Lisa l'avait appelé du motel un matin et qu'elle et son petit copain Bill allaient s'installer ailleurs pour repartir de zéro. À l'époque, la police ouvre une enquête. Mais rien n'indique que Robinson a commis un crime
Et cette disparition inquiétante n'est pas élucidée. Elle est majeure. Sa disparition est signalée, mais il n'y a pas de preuve de crime. Puis, le mystère s'épaissit. La famille de Lisa Stacy commence à recevoir des lettres de leur fille qui leur dit de ne pas s'inquiéter. Mais quelque chose cloche. La lettre est dactylographiée sur du papier ligné. Lisa ne sait pas taper. Le phrasé, le vocabulaire ne sont pas les siens. Mais la lettre est signée à la main. Rien n'a l'air de coller. Ces lettres mystérieuses ressemblent étrangement à celles qui ont été envoyées à la mère de Suzette Troughton. Un schéma semble émerger. La police possède 2 lots de lettres a priori fausses et envoyées par 2 femmes portées disparues. Et elles ont un point commun. John Edward Robinson. Dès lors, une question se pose pour les enquêteurs. Combien d'autres disparitions sont liées à l'escroc récidiviste? Ils épluchent leur dossier pour obtenir des réponses. Ce qu'ils trouvent ne fait qu'accroître leur inquiétude au sujet de Suzette Troughton. En 1984, Paula Godfrey, 19 ans, a disparu après avoir postulé pour un emploi de secrétaire au sein d'une entreprise locale. 3 ans plus tard, Catherine Clampitt, 27 ans, disparaît après avoir postulé auprès de la même entreprise. Cette entreprise est au nom de John Robinson. Les enquêteurs ont maintenant une mère et son bébé, ainsi que 3 autres femmes disparues dans des circonstances similaires. Et toutes ont un lien avec la même personne. Individuellement, ces affaires offraient peu d'éléments pour avancer. Mais lorsqu'on les a rassemblés, le schéma est devenu très clair. Les preuves semblent indiquer que Robinson est responsable de l'enlèvement des femmes. Mais les policiers ne savent toujours pas où elles sont. Lorsqu'un criminel trouve le mode opératoire qui lui convient, il n'en change pas. Toutes sont des jeunes femmes et elles ont toutes disparu dans des circonstances mystérieuses. Une chose n'est pas claire. Que leur arrive-t-il après leur disparition? On savait qu'il se passait des trucs pas nets, que des femmes disparaissaient, mais on était perplexe et on se disait « Qu'est-ce qu'il trafique? Ce n'est qu'un arnaqueur. Il ne fait pas de mal aux gens. Alors qu'est-ce qu'il mijote ?» S'ils veulent retrouver Suzette Troughton vivante, les enquêteurs doivent passer à la vitesse supérieure. On sent que quelque chose de grave est arrivé à Suzette. On s'inquiète pour elle, on veut tout faire pour la retrouver, pour la sauver et la protéger. Une équipe spéciale d'inspecteurs aguerris est constituée pour éplucher les affaires non élucidées. On commence par appeler toutes les personnes qui pourraient nous aider, notamment des enquêteurs qui ont travaillé sur les disparitions des jeunes femmes dans les années 80. Rapidement, ils font une découverte capitale. Ils apprennent que Robinson est depuis longtemps un adepte de ligotage et sadomasochisme. C'est un maître qui fournit des soumises à des clients avides de ce genre de jeux sexuels. Et une affaire bien précise pourrait expliquer ce qui est arrivé aux femmes disparues. La police apprend qu'en 85, Robinson contacte Teresa Williams, 21 ans, et lui fait une proposition. En échange d'un salaire et d'un appartement, est-elle prête à devenir à la fois sa maîtresse et se prostituer pour lui et ses clients? La jeune femme a besoin d'argent et accepte. Elle décrit un rendez-vous effrayant que Robinson a arrangé avec un client appelé le juge. On passe la chercher, ses yeux sont bandés, on la drogue et on la conduit jusqu'à une maison qui semble se trouver dans les beaux quartiers de Kansas City. Dans cette maison, il y a un donjon. Il y a des chevalets de torture.
et toutes sortes d'accessoires sexuels. Là, on lui demande de se déshabiller et on l'attache à un appareil de torture. Le juge commence à l'écarteler. Elle hurle de panique et le supplie d'arrêter. Il ne va pas plus loin. Mais le juge n'est pas satisfait de la qualité des services de Teresa. Il s'en plaint à Robinson, qui va intimider la jeune femme d'une façon effroyable. Je pense qu'au départ, Teresa ne se sent pas menacée par Robinson. Mais ensuite, elle raconte qu'il prend une arme, insère le canon dans son vagin et menace de tirer. L'horrible expérience vécue par Teresa Williams pourrait expliquer le sort de Suzette Troughton et des autres femmes disparues. Et les policiers manquent encore de preuves pour pouvoir arrêter Robinson pour enlèvement. Mais ils font une autre découverte capitale. Les amis de Suzette Troughton aident la police à faire des recherches sur sa vie d'esclave sexuelle et reçoivent des courriels d'un homme mystérieux. Dans ces messages, il invite les destinataires à venir à Kansas City pour participer à des séances de sadomasochisme. L'homme cache sa véritable identité et utilise le pseudo Jim Turner. Mais il partage volontiers ses photos. L'une des femmes reçoit une photo de Jim Turner. Grâce à ça, on confirme que Jim Turner est en fait John Robinson. Ils ne font qu'un. Les enquêteurs font tout de suite un autre rapprochement. John Robinson a dit à Caroline Troughton que sa fille était partie en voyage avec un certain Jim Turner. Pour Paul Morrison, le procureur, cela semble indiquer que Robinson est peut-être responsable de bien plus que la disparition de Suzette. Si une personne sociopathe montre également des tendances à la paraphilie ou au sadisme, cela peut être extrêmement dangereux. Pour résumer, si vous avez quelqu'un qui n'a aucune conscience et qui en plus prend plaisir à faire mal aux autres, il peut finir par tuer. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont pas accumulé assez de preuves pour arrêter Robinson pour la disparition de Suzette. J'essayais de comprendre. Il prépare quoi? Qu'est-ce qu'il fait? J'étais persuadé qu'il se passait des choses terribles, mais ce n'était pas évident d'y mettre fin. Les policiers n'ont pas d'autre choix que de continuer à surveiller leurs suspects en permanence. Et à espérer qu'un faux pas révélera sa vraie nature au grand jour. Mai 2000. La police de Kansas City a placé John Robinson, un ex-technicien en radiologie, sous surveillance. Elle espère ainsi retrouver Suzette Troughton, une infirmière portée disparue, et obtenir des éléments qui permettront d'interroger l'homme au poste de police. Une surveillance 24 heures sur 24 révèle qu'il mène une double vie incroyable. Le soir, il semble être un citoyen modèle. De 17h à 7h du matin, c'est un père de famille. Mais le jour venu, il réalise ses fantasmes sadomasochistes dans les motels de la ville. On a déployé les grands moyens. On a pris une chambre à côté de celle de John Robinson. Les policiers qui écoutent sont sidérés par l'appétit sexuel de Robinson. Ses activités sadomaso se déroulent entre 8h et 17h pendant que sa femme est au travail. Il peut coucher avec 3 à 4 femmes différentes durant la journée. Et le soir venu, il remet sa tenue de citoyen modèle et joue avec ses petits-enfants. C'est un monsieur d'une soixantaine d'années. Il est un peu enrobé. Rien ne laisse penser qu'il puisse être une bête de sexe. C'est impensable. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la pièce. Les policiers ne peuvent se fier qu'au son. Et il leur est difficile de déterminer si les rendez-vous de Robinson constituent des agressions passibles d'une arrestation. On est assis là, à écouter, et on entend des bruits inhabituels, comme des fessées ou des coups, ce genre de choses.
Est-ce qu'il fait du mal à sa partenaire? Est-ce que c'est une nouvelle victime? Ou est-ce un jeu entre adultes consentants? Après avoir passé des jours à écouter des séances sadomaso, la police obtient enfin ce qu'elle attendait. L'une des partenaires de Robinson l'accuse de vol après l'un de leurs rendez-vous. Il prend le sac d'accessoires qu'elle a apporté. Par chance, l'opération de surveillance inclut également celle de son local de stockage. Et on l'observe en train d'aller y ranger le sac qu'il a volé à sa partenaire. Le vol des jouets sexuels justifie l'arrestation de Robinson et permet la perquisition de sa propriété pour chercher Suzette Troughton. Après des semaines de dur labeur, l'étau se resserre enfin. « 2 juin 2000. Les enquêteurs investissent la maison de Robinson et l'arrêtent pour vol. Il est très calme lors de son arrestation. On ne peut pas faire plus serein. Il en faut plus pour l'impressionner. Il a déjà fait plusieurs séjours en prison, il a des antécédents, il en a vu d'autres. Et puis, il est intelligent et il sait comment le système fonctionne. Les inspecteurs emmènent Robinson au poste de l'Ennexa. Ils vont droit au but et l'interrogent au sujet des femmes disparues et de Suzette Troughton. On décide de l'emmener au poste de police de l'Ennexa et de lui montrer des photos de femmes qu'il a côtoyées. Pour nous, c'est le meilleur moyen d'obtenir des propos incriminants de sa part. Mais Robinson reste de marbre. Il ne dit rien aux inspecteurs. Il ne décroche pas un mot, car il est assez malin pour savoir que la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire. Puisque Robinson ne parle pas, la police doit changer d'approche. Elle perquisitionne dans sa maison mobile et fait mouche. Elle trouve une quantité incroyable de preuves qui relient Robinson à Lisa Stacy, la jeune maman qui a disparu avec son bébé 15 ans auparavant. Elle trouve notamment une feuille de papier qui porte sa signature en bas de page. L'un des papiers signés par Lisa 15 ans plus tôt est encore en possession de Robinson. C'est clairement un de ses trophées. Quelques heures plus tard, les policiers fouillent le local de stockage du suspect. La police découvre une mine d'informations, et en particulier des éléments qui relient Robinson à Suzette Troughton. On a trouvé des choses comme un acte de naissance, une carte de sécurité sociale, du papier à lettres et un courrier à en-tête avec la signature de Suzette. Les policiers mettent également la main sur un document troublant. Les inspecteurs n'ont jamais vu ça. Il s'agit d'un contrat d'esclave entre Suzette et Robinson, dans lequel elle s'engage à devenir sa propriété. Dans une relation sadomasochiste, un contrat d'esclave fait partie du premier niveau de discipline. En gros, vous déclarez « Je me soumets à ton autorité ». Ce genre de contrat peut couvrir ce que vous dites, ce que vous mangez, ou même la gestion de vos finances. Les pratiques sexuelles de Robinson imposent à ses partenaires féminines de promettre une obéissance totale. Les enquêteurs détiennent maintenant un large éventail de preuves qui relient Robinson à Suzette Troughton et Lisa Stacy. Mais rien n'indique où se trouvent les femmes disparues. Les policiers commencent à craindre le pire. À ce stade, il n'y a plus d'espoir. On a compris qui est John Robinson et de quoi il est capable. Si Robinson est responsable de la mort de ces femmes, l'accusation a besoin des corps pour pouvoir l'accuser de meurtre. Sans corps, la difficulté est multipliée par 2, car vous devez prouver qui a commis ce crime et surtout, il faut prouver qu'il y a bien eu un crime. Il reste un dernier endroit à fouiller. Les enquêteurs perquisitionnent la ferme de Robinson dans le comté de Lynn. Ils constatent très rapidement la présence d'étranges cavités dans le sol. On fouille minutieusement différents points de la ferme avec des chiens pisteurs de cadavres. Et dans une grange, on trouve des fosses ou des corps
aurait pu être enterré. Les fosses sont vides. Mais près de là, ils trouvent plusieurs fûts métalliques. Je me rappelle avoir fait rouler des fûts à l'extérieur et un peu de liquide rouge a coulé d'un couvercle qui n'était plus étanche. Un gars a dit que ça ressemblait à du liquide de transmission. Moins d'une seconde après, une mouche s'est posée dessus et on a tous compris que ce n'était pas du liquide de transmission. Brown ouvre le couvercle. Il est horrifié par le contenu du fût. Le fût était là depuis longtemps et il était clair que le corps y était depuis un moment. Je vous laisse imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Ou l'odeur qui s'en dégageait. Les enquêteurs viennent de trouver Suzette Troughton. Je dirais qu'il y avait un sentiment de satisfaction ou de devoir accompli. Et en même temps, on se disait, quelqu'un est mort. Suzette n'est plus là. L'examen du corps révèle que sa mort a été soudaine et violente. Suzette Troughton est morte d'un choc violent à la tête. Elle n'avait aucune blessure de défense, ce qui nous laisse penser qu'elle n'a pas vu de coup venir. Il a pu être porté de côté ou de derrière avec quelque chose comme un marteau à panne ronde. Mais Suzette n'est pas la seule victime trouvée par la police. Le corps d'une autre femme se trouve dans un second fût. Et il ne s'agit pas de l'une des femmes disparues identifiées par les enquêteurs. Nous avions trouvé un certain nombre de noms de femmes associées à John Robinson pendant notre enquête, mais nous n'avions aucune idée de qui était cette seconde victime. Il s'agit d'Isabella Lewiska, une jeune femme polonaise de 21 ans. À l'instar de Suzette Troughton, son autopsie conclut qu'elle a été tuée par un coup violent. Elles avaient en commun ce coup porté à la tête par un marteau. Il est fort probable qu'elle ne l'ait pas vu venir. Le lieu du crime devait être maculé de sang. C'était certainement une scène horrible. Les recherches sur Isabella révèlent un lien solide entre elle et John Robinson. On reconstitue le parcours d'Isabella. Elle arrive à Kansas City, rencontre John, et pendant un temps, elle s'installe dans un endroit qu'il a trouvé pour elle. Le plus tragique, c'est que personne ne savait qu'elle avait disparu. Comme pour les autres femmes disparues, les parents d'Isabella reçoivent des messages soi-disant envoyés par leur fille. Les lettres racontent qu'elle s'amuse et voyage à travers le monde. Les enquêteurs ont maintenant assez de preuves pour arrêter John Robinson pour meurtre. Mais alors qu'ils approfondissent leurs recherches dans cet univers de perversion, le pire reste à venir. Juin 2000. Dans le Missouri, des policiers fouillent un local de stockage loué par le meurtrier présumé, John Edward Robinson. Il contient des fûts similaires à ceux trouvés dans la ferme du suspect au Kansas. Ils forcent les couvercles. Et font une série de découvertes macabres. On ouvre ces 3 fûts et on trouve 3 autres corps. Les policiers découvrent avec stupéfaction qu'il s'agit de 3 victimes sans lien avec leur affaire. L'un des corps était celui de Beverly Bonner,
Les deux autres étaient une mère et sa fille, Sheila et Debbie Face. Debbie était handicapée. Elle se déplaçait en fauteuil roulant. C'était d'autant plus effrayant d'apprendre ce qu'il s'était passé. Aucune des victimes n'est portée disparue. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus et rapidement, des indices révèlent le mobile de Robinson. Robinson rencontre Beverly Bonner lors de son incarcération dans le Missouri. C'est l'une des bibliothécaires de la prison. Lorsqu'il sort, ils se retrouvent et continuent leur relation. Rapidement, Robinson entrevoit une opportunité qu'il ne peut pas rater. Robinson réalise qu'elle perçoit une sorte d'indemnité ou de pension alimentaire de la part de son ex-mari. Pour Robinson, c'est l'occasion de se faire de l'argent facile. À l'aide d'un marteau, il tue Beverly Bonner. Une fois débarrassé d'elle, il encaisse la pension versée par son ex-mari. Après la mort de Beverly, Robinson a continué à recevoir les chèques et pour lui, c'était une simple source de revenus. De la même manière qu'avec les femmes disparues, Robinson couvre ses arrières en envoyant des lettres factices aux proches de Beverly Bonner. La famille de Beverly Bonner reçoit des lettres qui disent « Je fais le tour du monde, la vie est belle. Et puis, ne vous en faites pas pour moi, tout va bien. » Les enquêteurs pensent que le mobile financier est également ce qui pousse Robinson à tuer Sheila Face et sa fille. Il les rencontre sur Internet et apprend qu'elles perçoivent une pension d'invalidité pour Debbie. Il se fait passer pour un fermier aisé qui souhaite les aider, alors qu'en réalité, il veut s'approprier la pension d'invalidité. Il attaque sauvagement les deux femmes, en les frappant à de multiples reprises avec son marteau à panne ronde. On pense que Sheila Face est l'une des seules victimes qui s'est débattue quand il l'a attaquée. Une fois débarrassé de Sheila et Debbie, Robinson récupère la pension d'invalidité de Debbie. Non seulement il encaisse les chèques d'invalidité d'une enfant en fauteuil roulant, mais il tue cet enfant. Met son corps dans un fût. Il arnaque ses proches et empoche sa pension d'invalidité pendant des années après l'avoir assassinée. Les enquêteurs sont choqués. La violence calculée de Robinson confirme son mobile et décrit un tueur extrêmement dangereux, dénué de la moindre empathie. Quand on saisit l'ampleur des actes de John Robinson et qu'on voit les dégâts qu'il a causés, on réalise qu'il n'avait aucun scrupule à faire ce qu'il a fait. Pour certains criminologues, il y a assez d'éléments pour indiquer une psychologie profondément perverse. Robinson est un psychopathe typique qui présente les caractéristiques classiques. Il peut vous charmer, vous désarmer et vous dépouiller. Et puis c'est un vrai sadomasochiste. Il est doué pour manipuler les autres. Il ne se contente pas de voler ses victimes. Il s'approprie leur vie et leurs moyens de subsistance. Mais les crimes effroyables de Robinson ne s'arrêtent pas là. La police s'interroge toujours sur le cas de Lisa Stacy. La jeune femme a disparu après un coup de téléphone à sa famille où elle l'accusait de vouloir lui prendre Tiffany, son bébé. C'est là que le contrôleur judiciaire de Robinson reçoit un appel d'un journaliste. Il m'a dit, apparemment Tiffany aurait été élevée par le frère de Robinson comme sa propre fille depuis 15 ans. Vous en pensez quoi? Et je lui ai dit, c'est l'histoire la plus dingue que j'ai entendue. Cette rumeur semble incroyable. Mais les tests ADN prouvent que la nièce adoptive de Robinson est bien Tiffany, la fille de Lisa Stacy. Robinson a arnaqué sa propre famille.
de la manière la plus effarante qui soit. Son frère confie à John qu'il rencontre de grosses difficultés pour adopter. Robinson répond qu'il peut l'aider. Moyennant 5 500 $, il peut lui garantir l'adoption d'une petite fille. Rien ne laisse penser à son frère que sa fille adoptive est le bébé de Lisa Stacy, une jeune femme que John Robinson a tuée quelques jours plus tôt. Il a réussi à fournir des documents qui semblaient officiels, des papiers d'adoption signés par le tribunal. Le frère de John Robinson et sa famille se sont fait arnaquer comme les autres. La fille de Lisa Stacy, devenue adolescente, est sous le choc lorsqu'elle apprend son histoire. Mais elle décide de rester avec la famille Robinson. Octobre 2002. Le procès de John Edward Robinson pour les meurtres de Suzette Troughton, Lisa Stacy et Isabella Leviska s'ouvre. Rien dans son attitude calme ne laisse soupçonner la souffrance et la douleur qu'il est capable d'infliger. Robinson était très posé, très solennel au tribunal. Il était calme et parlait doucement devant le jury. Son attitude sereine contraste violemment avec la liste terrifiante de ses crimes. Le procureur décrit à la cour la façon dont il a escroqué, abusé et tué violemment des femmes pour l'appât du gain. Après 7 semaines de procès, le jury prononce un verdict unanime. Coupable. Robinson plaide également coupable pour les meurtres de Paula Godfrey, Catherine Clampitt, Beverly Bonner et de Sheila et Debbie Face. En janvier 2003, John Edward Robinson est condamné à la peine de mort. La condamnation à mort de Robinson était une grande satisfaction. En attendant, John Robinson et son esprit actif sont confinés à une cellule de prison. C'est une punition adéquate. À ce jour, les corps de Lisa Stacy, Paula Godfrey et Catherine Clampitt n'ont toujours pas été retrouvés. Les enquêteurs ignorent combien d'autres femmes ont pu être les victimes de Robinson. Je me suis souvent demandé s'il en avait d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Je ne serais pas étonné que Robinson ait tué d'autres personnes et qu'on n'en sache rien. La folie meurtrière de John Edward Robinson est enfin terminée. Mais des questions restent en suspens. Comment un homme qui s'orientait vers le milieu médical pour aider les autres est devenu un menteur pathologique, un escroc en série et un meurtrier? Je me suis souvent demandé s'il avait découvert par accident cette excitation, ce frisson. Il est l'escroc qui aime gagner. Personne n'aurait pu imaginer qu'il se transformerait en meurtrier. Ses motivations demeurent peut-être un mystère, mais les forces de l'ordre n'ont pas de doute. Justice a été rendue. Cela fait 28 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais rien vu de comparable à cette affaire. Robinson a utilisé la confiance qu'inspire le milieu médical pour dissimuler ses escroqueries et ne pas être inquiété. Pour un psychopathe comme Robinson, devenir un meurtrier était très facile. C'était un tueur, pas un simple tueur, mais un tueur en série.